Je me rappelle au moment où Skorecki, donc, qui était son alter ego, ou son ennemi intime, a publié ce fameux, sans doute le plus long texte dans l'histoire des cahiers, qui s'appelle Contre la nouvelle cinéphilie, qui doit dater de 78. Il y a une toute petite notule de Danet, dont j'imagine que peut-être elle l'a fait rougir plus tard, mais qui va exactement dans le sens dans ce que vous dites, que moi j'aime beaucoup, qui est une notule sur l'œuvre du serpent de Bergman. Et il assassine le film en une quinzaine de lignes, au motif que, exactement sur les mêmes présupposés que Skorecki, c'est-à-dire que le cinéma devenu cérémonie culturelle bourgeoise est impraticable pour quelqu'un qui a appris, enfin qui a pratiqué le cinéma comme il l'avait pratiqué. Et je crois que la dernière phrase du texte, elle doit être quelque chose comme dans ces conditions, voir l'œuvre du serpent de Bergman est proprement asphyxiant. C'est à peu près les mêmes moments où il écrit aussi un texte qui, je pense, est très important, qui est je me souviens du titre, ça s'appelle Le cinéphile à la voix forte, qui est le texte sur Annie Hall de Woody Allen, dans lequel, Annie Hall, si je me souviens bien, il y a la fameuse scène où Woody Allen interpelle quelqu'un dans une queue de cinéma, parce que quelqu'un dit « Oh mais McLuhan dit pas ça », et Woody Allen dit « Mais si McLuhan il était là, il te calmerait », et Marshall McLuhan arrive et là dans la bande. Bon. Et on sent que Danet prend acte de la montée en puissance à ce moment-là de Woody Allen, mais qu'il a une vraie réticence à l'idée que Woody Allen aussi, nourri de Bergman et de Fellini, nourri de cinéma européen, représente aussi une manière de devenir bourgeois de ce cinéma, certes d'auteur, mais impur, que les cahiers avaient tellement défendu. Et c'est intéressant parce que d'un côté, effectivement, on a la voix Skorecki, qui a toujours été la voix maximaliste, on jetait le bébé avec l'eau du bain, rien n'est plus intéressant, tout est devenu nul, et passons nos journées à regarder des soap-opéras, des séries tchèques. La télévision est la seule chose qui peut nous permettre de revivre un peu de ce qu'était le cinéma d'antan, du désordre du cinéma. Et Danet, lui, c'est toujours, d'une certaine manière, tenu entre les deux. C'est effectivement une aversion pour, en tout cas, à ce moment-là, qui est effectivement un moment très important, je crois, à la fin des années 70, pour la grande messe culturelle, et en même temps une volonté quand même de continuer à accompagner le cinéma. Mais moi, il y a une chose par rapport à ce que vous... Enfin, si on essaie de réfléchir, c'est tellement énorme ce qu'il a fait. En termes d'héritage, pour moi, il y a une chose qui est très importante, et c'est qu'il est venu après je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour nous, mais vraiment pas, mais il est venu après une génération qui avait beaucoup dit, et on l'a encore plus dit après elle, à mon sens en simplifiant un peu les choses, que faire de la critique de cinéma, c'était déjà comme faire des films, la nouvelle vague. C'est-à-dire que la critique n'était qu'une sorte d'antichambre à la réalisation. Godard, Truffaut, Romer, Rivette et les autres auraient fait déjà de la critique de metteur en scène. Ce qui est quand même une simplification, mais ce qui historiquement n'est pas faux, puisque c'est effectivement, ça leur a construit le tremplin qui leur a permis de faire des films. Et Danet, lui, d'après ce qu'on sait, puisqu'encore une fois, moi je ne l'ai jamais vu physiquement, jamais rencontré, il y a une très belle phrase, je crois que c'est dans la préface que Jean-Claude Biette a faite, l'exercice était profitable, monsieur, je crois que la première phrase de la préface, c'est « Serge Danet a su très tôt que le désir de fabriquer des films ne le tenait pas ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et je dois dire que pour moi ça c'est très important, quelqu'un qui n'a jamais, dont la critique n'a jamais été la préparation à quelque chose d'autre. Alors ça pouvait prendre diverses formes. Je me souviens, je crois que c'est dans l'entretien avec Debré, ou dans d'autres entretiens, où il dit de manière assez amère, enfin pas amère, de manière assez acide, il dit « Au cahier, on a vu beaucoup de monde, mais on n'a jamais vu des gens venir faire carrière. » Donc, ça n'était pas la préparation à quelque chose. Et l'idée, et je pense que lui, il l'a incarné, je dirais, encore plus que Bazin, parce que Bazin est intervenu à un moment très particulier de l'histoire du cinéma, qui est l'après-guerre, et qui est donc la redécouverte du cinéma américain, la reconstruction du cinéma, où d'une certaine manière, la tâche, si je puis dire, était définie à l'avance. Bazin ne voulait pas faire de film, mais bon, c'est différent. Danet, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a été un spectateur, et uniquement un spectateur, et qui, au point de mettre cette position en scène, il y a des textes absolument extraordinaires qui sont, il faut quand même le dire, on l'a déjà dit, mais qui sont vraiment à hurler de rire, dans lesquels il imagine qu'il dialogue avec les films qui passent à la télé. Où le film passe à la télé, il dit « Salut, c'est moi, je suis un vieux Minelli, excuse-moi de te déranger, il est 23h30, t'as 5 minutes ?»
Et où il dit « Excuse-moi, j'étais en train d'aller me coucher, mais on va essayer de faire un tour ensemble. » Et ils discutent. Il y a une série d'une dizaine de textes comme ça, qui sont extraordinaires, où ils discutent. Il dit « Pour un vieux Minnelli, t'es quand même pas mal. T'es sur petit écran, mais t'es toujours bien roulé. Ouais, ouais. » Bon, voilà. Où l'idée, on voit bien qu'elle tient de la comédie, parce qu'elle ne tient pas théoriquement. Il y a un jeu d'égal à égal entre le spectateur et le film. Mais après, c'est très difficile, parce que voilà, c'est une comédie, c'est une mise en scène, c'est pas quelque chose qui est vérifiable, comment dire, socialement. Bon. Il y a des textes comme ça, il y a d'autres textes où, moi, justement, Serge Choubianin en a dit un mot tout à l'heure, le POL vient de sortir donc, le 3e tome de ses œuvres dites complètes. Bon. C'est intéressant d'ailleurs de voir la manière dont il le publie, de manière rigoureusement non scientifique, puisque tous les textes sont livrés tels quels, sans aucune note, sans rien, si bien que même quelqu'un qui, comme moi, est un fanatique, un fondamentaliste danais, parfois il y a des textes, je ne sais absolument pas de quoi il parle, puisque c'est genre le fait divers du 14 janvier 86. Le séminaire de Lacan est livré comme ça aussi. Oui, ben voilà, merci Pascal. Du Bonitzer sur Lacan, ça aurait été trop fort. Merci. Du coup, j'ai pas. Et c'est les débuts de ce qui s'appelait, pas encore, dans mon souvenir, le salaire du zappeur, où il se met en scène dans la position du zappeur. Et où il y a par exemple des moments où je me demande s'il n'est pas en Égypte. Je crois qu'il est en Égypte, et il a à côté de lui sans doute un jeune garçon, peu importe, qui lui sert de guide sur les différentes chaînes de la télévision égyptienne. Et donc il met en scène, voilà comment ça se passe quand on passe d'un soap opéra à un truc. Bon, c'est vrai. Il est là, nous l'avons retrouvé. Et en même temps, tout ça est très ambigu parce que, moi je dis beaucoup de choses à la fois, mais parce que cette manière pour le spectateur d'intervenir à la première personne dans les textes et d'être comme un des personnages, fût-ce un personnage théorique du texte, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup repris après lui et qui, pour le dire vraiment de manière tout à fait rapide, a fait beaucoup de mal. Enfin, tout le monde n'avait pas le talent de... Moi j'ai eu l'impression quand j'ai commencé à écrire sur le cinéma, Dan était mort depuis 3 ou 4 ans, et on était tous, moi y compris, et sans doute encore plus que les autres, à vouloir faire comme lui, avec je pense un manque total d'intelligence des circonstances dans lesquelles il l'avait fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe, je pense que c'était particulièrement frappant au cahier, où on devait citer Danet à peu près. Il y avait les lignes de fuite de Deleuze, ça c'était un texte sur 2, et un article sur 3, il y avait un peu de Danet dedans. Bon, et ce qu'il a fait, parce que il a quand même constitué la position critique comme une position d'écrivain. En tout cas, pour ceux qui arrivent après lui, peut-être quand il était vivant, la reconnaissance était moindre, mais après, elle était faite. Quoi. Et il y a eu un moment où je pense que tous les critiques ont eu tendance à se croire écrivains et ont eu tendance à croire que... Enfin, voilà, il me semble que j'espère qu'on en est un petit peu sorti, parce que croire ça, c'était manquer toutes ces choses qui ont été un peu décrites ce soir, c'est-à-dire le parcours extrêmement chaotique de quelqu'un qui, d'après ce que j'ai lu, met du temps à être accepté au cahier, met du temps à se sentir bien, met du temps même, je crois, à accepter d'y écrire, voyage beaucoup, finit par accepter d'être le rédacteur en chef. Serge Choubianin me contredira, mais un petit peu contre son gré, parce qu'il faut sauver les meubles d'une certaine manière. Il a dit, je me souviens tout très bien, il a dit, écoutez, moi j'ai du temps. Bon. J'ai du temps, je veux bien. C'était pas je veux, c'était je suis disponible, j'ai du temps. Ah non, c'est pas le droit du... Je veux bien prendre votre job, j'ai un peu de temps. Non, mais il y avait personne. Oui, il y avait un vide. Donc il a dit, moi je veux bien, j'ai du temps. Tu te souviens, c'était rue Coquillière. Hein? Et puis, pardon, j'ai une autre dernière remarque. Que c'était faute de... Une autre remarque que je voudrais faire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, qui est le fait qu'il n'a jamais écrit de livre à part entière. Et tout à l'heure a été montré Francisca à 6h30, qui reste quand même un film absolument énorme. Et je suis sorti un peu avant la fin pour relire l'article de Danet sur Francisca, qui est un des textes qui m'a le plus marqué, qui s'appelle Que peut un corps, publié dans le numéro 330 des Cahiers du cinéma, avec une photo de Francisca en couverture. Et c'est un texte qui doit faire 3 pages, et dans lequel il y a à la fois un développement extrêmement fort, et particulièrement quand on vient de voir le film, sur la différence entre désir et passion, et comment le désir et la passion se distribuent entre les 2 personnages principaux. Le
personnage de l'écrivain étant du côté du désir et celui de José Augusto du côté de la passion, dans lequel il y a un autre développement, mais en quelques lignes, sur le fait que jusque-là, on a manqué de regarder l'histoire du cinéma par rapport aux différentes vitesses de déplacement des corps dans l'espace. Il y a un autre développement sur l'étrange théâtralité dans les films d'Olivera. Il s'appuie sur évidemment l'exemple qu'on ne peut pas laisser passer, qui est le moment où le cheval débarque dans le truc. Il y a un autre développement sur le fait que Olivera est un matérialiste, mais un matérialiste à l'antique, Lucrèce, etc. Et je dois dire que cette idée qu'en un article qui fait 5 ou 6 feuillets, que c'est comme quelque chose qu'on bourre au maximum et que chaque article serait d'une certaine manière le projet d'un livre qu'on n'écrira jamais parce qu'on n'en a pas le temps, ou qu'on n'arriverait pas, et que l'article est là d'une certaine manière pour être à la fois la promesse de ce livre et d'une certaine manière aussi son déchet. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui est faisable encore aujourd'hui, par exemple dans l'espace d'un quotidien ou même d'un mensuel, mais je trouve que c'est effectivement, on parlait de l'énergie qu'on peut ressentir, c'est quelque chose qui donne une force énorme et qui a à voir, là ce serait un sujet trop large évidemment, mais qui a à voir, je pense, on pourrait presque dire de manière un peu pompeuse, avec la place du cinéma dans le siècle. C'est-à-dire que c'est quand même un truc que le cinéma ait pu produire ce type-là d'investissement d'écrivains et de théorie. Alors là, il se trouve que c'est quand même Francis Calme avec d'Olivera, donc c'est pas rien, mais on parlait hier avec Philippe de la notule de Danet sur l'inspecteur La Bavure avec Coluche, où vous pouvez relire les articles sur les morphalous, donc c'est pas toujours d'Olivera, mais en revanche c'est toujours le même investissement, et il y a, enfin voilà, que la critique ait l'espace profondément d'une disproportion, et que cette disproportion elle soit disproportionnée, complètement délirante. Je trouve que c'est quelque chose qui explique notamment le fait que ça passe pas à travers l'université, parce que c'est pas une pensée qui rencontre son espace, c'est plutôt une pensée qui est jamais à sa place, quoi. Et ça je trouve ça vraiment... je sais pas du tout de quelle manière on peut en hériter. Je le sais d'autant moins que, quand même, on ne l'a pas dit, mais que l'héritage, c'était quand même la grande question de Danet, en tout cas, semble-t-il biographiquement, mais dans les textes, hein, le cinéfils, voilà. La passion pour Nicolas Ray, parce que Nicolas Ray ne parlait que de problèmes d'héritage. Voilà, je ne sais pas comment on peut en hériter, mais c'est quelque chose, pour moi, d'irremplaçable. Et hériter d'une France, hériter d'un monde, hériter d'une génération. Bon, il y a quelqu'un qui veut dire quelques mots. Quelqu'un qui... Serge? Non. Je voudrais dire, parler de la personne. Serge était très exigeant avec les amis, et en même temps, le souvenir qu'on en garde, c'était quelqu'un de très fraternel. C'est-à-dire que quand il vous donnait sa confiance, c'était quelque chose qui était quelque chose de très important. Voilà. Une grande fraternité, exigence, une grande... les catégories étaient assez simples avec lui. C'était assez... évidemment, il fallait être loyal, la loyauté, sinon, très... Et puis, toi, tu pourrais en parler de ton point de vue, parce que toi, tu étais un extérieur au cahier, tu n'as jamais écrit sur le cinéma, tu étais totalement un aventurier, enfin, tu arrivais comme ça, et il a été avec toi il t'a fait confiance. Incroyable. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument surprenant, c'est cette espèce de confiance qu'à un moment ou l'autre, il a avec quelqu'un qui a un trajet qui est complètement extérieur à son trajet, surtout, et que je l'ai un peu d'ailleurs, par rapport au cinéma, même. Et en même temps, c'est cette exigence qui m'a modelé mon parcours. C'est cette exigence qui m'a fait faire des pas que j'ai fait, chaotiques aussi, qui m'ont amené si vous voulez, à ce parcours que j'ai personnel. Mais c'est toutes ces années d'apprentissage, on peut le dire, qui est pour moi encore la source même de ça. Ce que j'ai fait dans ce festival, que j'ai fait dans tout. C'est quelque chose qui est resté
et c'est pour ça que je parlais de l'héritage de Dadaï, c'est que pour moi, c'est un héritage qui est là. C'est une espèce de filiation, de choses comme ça. Et cette façon de vivre, cette façon d'être, si tu veux, un rapport à soi-même, si tu veux, dans ce que tu fais avec une certaine exigence et rapport à l'autre, tu vois, et sachant que, si tu veux, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui Mais t'imagines le texte qu'il écrirait sur ce festival plein de fantômes que tu organises depuis 6 ans. Il ferait un texte génial. Hein. C'est un festival, oui, fantomatique, mais absolument convivial. Les fantômes s'entendent bien, se parlent, s'aiment beaucoup. C'est magnifique. Il ferait un article génial là-dessus. Je ne sais pas dans quel support, mais... Bon, je crois que c'était un beau moment, bon, et que c'était un moment, je pense, qui était absolument essentiel pour comprendre aussi, si tu veux, pourquoi on est là, pourquoi chacun de nous est encore cet rapport au cinéma, ce rapport à l'écriture, ce rapport à la critique, ce rapport à tout. Et je pense que ces moments de réflexion, je pense, sont importants.